Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au Colisée comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une très grosse sortie qui était plutôt très attendue, à la fois positivement attendue pour certains et très méfiancieusement attendue pour d'autres. Ce mot n'existe pas, mais il décrit bien la situation, puisqu'on va parler de Gladiator, de la suite du monument de 2000, Gladiator 1, qu'on a tous vu, qui fait partie de notre filmographie à tous. Je pense que c'est vraiment l'un des grands films incontournables de ces 20 dernières années. Presque 30 dernières années d'ailleurs. Et bien ce film, comme c'est la tendance en ce moment, se paye une suite. Alors oui, je sais, la suite des suites, il n'y a que des suites au cinéma, etc. Vous inquiétez pas, on va en parler. Mais il n'empêche que moi j'étais quand même assez enthousiaste pour ce nouveau film, déjà parce que j'adore le premier, ensuite parce que bon, cette suite est portée par le même réalisateur que le premier film, donc on n'est pas sur un accaparement de ce qui avait été produit avant, etc. Et ensuite parce que, à l'inverse de beaucoup de gens, j'ai quand même été assez convaincue par la bande-annonce. Les premières images, les premières ambiances, la nomachie parce que ça fait partie de mes grands rêves de voir de mes yeux le Colisée rempli d'eau, avec une petite bataille navale dans le Colisée, même s'il y a conflit avec des historiens pour savoir si c'était réellement possible et réellement fait comme ça. Moi j'ai envie de voir ça depuis qu'on me l'a vendu en option latin en 5ème. Donc il y avait de l'enthousiasme pour ce nouveau film et il y a de l'enthousiasme pour vous en parler. Donc installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre de vin pour faire honneur aux productions romaines, ou un café ou un verre d'eau. Restons, voilà, si on est le matin, je ne vous incite pas à consommer de l'alcool, avec modération toujours évidemment, et pas pour les mineurs. Je m'enfonce. Bref, installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre de ce que vous voulez. N'oubliez pas le petit like et de me faire coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et nous, on se retrouve juste après le générique pour les jeux du cirque. Avec moi. Gladiator, c'est l'un des blockbusters parmi les blockbusters, ce film qui est sorti donc pile en l'an 2000 et qui durait 2h35, c'était un gros bébé. C'est l'un des films incontournables des productions américaines de ces dernières années. Le film de Ridley Scott mettait en scène Maximus, incarné par Russell Crowe. Il a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, Oscar du meilleur film également, enfin il a raflé 5 Oscars il me semble de mémoire. Donc ce film mettait en scène Maximus, un ancien soldat romain qui va devenir gladiateur à cause des conflits qu'il a avec certains membres de l'élite romaine en pleine décadence suite à la mort de l'empereur Marc Aurèle. Le film était réalisé par Ridley Scott, l'un des grands réalisateurs d'Hollywood, même si ces derniers temps il déchante un petit peu, notamment avec son Napoléon qu'on essaiera de ne pas évoquer mais qui m'avait foncièrement déçu. Il était également accompagné d'une bande sonore de Hans Zimmer, l'un des meilleurs de sa génération dans son domaine. Bande sonore absolument excellente, une des meilleures de ces dernières années également, la musique de Gladiator. Et il s'était inscrit au panthéon des grands films incontournables de toute personne qui aime un peu le grand cinéma d'aventure américain. Je précise bien que ce n'est pas du cinéma historique, et encore moins de cinéma de reconstitution historique. Vous connaissez mon opinion si vous avez vu ma vidéo sur Napoléon, sur d'autres films qui s'inspirent de périodes historiques pour construire leur fiction historique. Moi je prône des petits panneaux noirs en début de film pour rappeler que les films ne sont que des fictions et que ce ne sont pas des documentaires. Je sais que c'est un petit peu redondant et que ça peut paraître évident pour certains, mais je pense que ça fait pas de mal, notamment quand dans un film comme Gladiator, on appelle un personnage l'Espagnol, du nom donc un pays qui n'existe pas durant l'Antiquité. Ce n'est là qu'un des nombreux détails profondément anachroniques du premier film qui était loin d'être parfait, mais qui est quand même, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, un chef-d'œuvre. Et bien ce petit chef-d'œuvre, cette année, 24 ans plus tard, il se paye une suite sobrement appelée Gladiator 2 et qui vient de sortir dans nos salles le 13 novembre 2024. Le film dure 2h25, il est un petit peu plus court que son prédécesseur, il était également réalisé par Ridley Scott. Et on ne retrouve pas Russell Crowe au casting puisque ce film est la suite directe du précédent, Maximus n'est donc plus parmi nous. On a cependant un très beau casting, avec notamment Paul Mescal qu'on a vu dans le film Aftersun qui a eu un très gros succès critique, ou encore dans la série Normal People. Pedro Pascal qui incarne bien évidemment le Mandalorien dans la série Disney du même nom, qui a également joué dans la série Narcos ou encore dans la série Game of Thrones, et également dans la série The Last of Us, abonné des séries à gros succès.
Ou encore, pour terminer ce triptyque très masculin, Denzel Washington, que vous connaissez bien évidemment pour sa série de films Equalizer. On a tout de même une figure féminine majeure dans ce casting, puisque l'interprète de Lucilia dans le premier film, Connie Nielsen, fait son retour dans ce second film. C'est le personnage qui marque visuellement et de façon évidente la continuité entre le premier film et le second film, car oui, ce second film, ce Gladiator 2, est une suite directe, bien qu'il sorte 24 ans plus tard. Dans ce second opus, on va suivre Hanno, un jeune combattant d'une société qui va être prise par la force, nous proposant une très belle scène d'ouverture de guerre bien romaine, histoire de poser le contexte dès le début du film. Suite à la prise de sa cité, il va être réduit en esclavage, mais grâce à ses compétences physiques et surtout ses compétences de soldat, il va être acheté par un entraîneur de gladiateurs incarné par Denzel Washington. Et parce que toutes les routes mènent à Rome, il va donc retrouver le chemin du Colisée pour essayer d'y défendre sa vie. C'est donc aux côtés d'Hanno qu'on va redécouvrir la Rome qu'on avait laissée il y a 24 ans dans le premier film. Cette fois-ci, elle est dirigée par deux empereurs jumeaux, Geta et Caracalla. La décadence continue de s'inscrire dans la politique romaine, notamment au Sénat, où leur politique est aussi transparente qu'est le vin qu'ils boivent, mais certains tentent de continuer à porter l'image que Marc Aurèle avait pour sa cité et qu'il avait léguée notamment à Maximus dans le premier film, notamment sa fille Lucilia, qui est toujours à Rome. On ne retrouve donc pas seulement le chemin du Colisée et de la gladiature, mais également celui des intrigues et des complots romains. Tout cela sur le fond de révélations que je ne vous gâcherai pas dans cette vidéo qui restera bien évidemment sans spoiler, mais qui permettent de ponctuer ce film et de raccorder les wagons avec le précédent sorti 24 ans avant. Et histoire de ne pas vous faire mariner plus longtemps, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et vous me connaissez, j'aime bien commencer par la forme de celui-ci. Et les deux premiers points que j'ai envie de mettre en avant sur la forme, c'est les costumes et les décors. C'est vraiment un des points forts de ce film, puisque dans ce film, Ridley Scott peut se permettre d'aller au-delà de ce qu'il nous avait déjà proposé dans le premier Gladiator. Le premier est sorti dans les années 2000 et on sentait bien que Ridley Scott était un petit peu limité dans ce qu'il voulait nous montrer de la Rome antique telle qu'il la fantasme et telle qu'il nous la présente dans ce film. Et cette fois-ci, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise pour nous montrer beaucoup plus de choses. Déjà, on voit beaucoup plus de Rome et ça fait tellement plaisir de se balader à Rome comme ça. En plus, on la découvre dans les yeux d'Hanno qui arrive dans la cité en tant que futur gladiateur et on voit tout ce fourmillement des rues romaines, on voit beaucoup plus de la grande Rome de l'Empire telle qu'on se l'imagine et telle qu'on se la projette en tant que moderne d'aujourd'hui. On l'apercevait dans le premier film, notamment lors du retour en triomphe, mais c'était vraiment, on l'apercevait. Là, on sent que Ridley Scott s'en est donné à cœur joie pour reconstituer une grosse partie de Rome. Ils ont même reconstitué intégralement et réellement les décors du Colisée pour que les acteurs se projettent bien dans le lieu et sur le site et pour pouvoir permettre, je pense, une plus grande aisance dans ce qui était filmé. Et il y a vraiment un super travail qui est fait sur les décors. On sent toute la majesté, tout le gigantisme de Rome, toute sa puissance vraiment architecturale, visuelle qui est présente et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le film. Cependant, je suis moins convaincue sur les costumes. Alors attention, le travail des costumes est vraiment impeccable, que ce soit au niveau des détails, que ce soit au niveau des références qui sont faites à des costumes qui étaient déjà présents dans le premier film, que ce soit le travail qui est fait sur les deux empereurs notamment avec ce visage très très poudré et très exagéré, même s'ils sont allés peut-être un peu fort sur la décoloration rousse des cheveux. En tout cas, il y a quand même un certain travail de recherche pour illustrer cette Rome décadente, cette Rome de l'Empire. Mais il y a des moments où ils sont vraiment allés trop loin dans la modernisation et dans la projection de nos esthétiques actuelles sur la Rome du film. Alors attention, c'est ni bien ni mal, le film n'est pas une reconstitution historique. Mais les robes fourreaux pour Lucilia, j'avoue que moi ça m'a un peu sorti du truc. Enfin, plus de toges. Où sont les toges? Plus de toges, messieurs, dames. Je veux plus de toges. Qu'on prenne des libertés pour un personnage comme le personnage de Denzel Washington, qui va avoir un style extrêmement oriental et qui du coup va un petit peu dénoter dans le style à la romaine. Pourquoi pas? Mais les robes fourreaux de Lucilia, moi je me les explique pas. Vraiment, j'ai pas d'explication à vous fournir. Cependant, et si je cesse de pinailler, on a quand même un travail sur le costume qui est sublime, un travail sur les détails de costume, un travail sur les conceptions de costumes, le côté très luxueux ou à l'inverse, très sobre qui va être porté par d'autres costumes. Il y a vraiment un travail de détail qui a été fait et qui permet de donner du réalisme et du concret aux personnages et du concret aux scènes qui sont montrées et de bien accompagner tout ce qui va être effets spéciaux. Car oui, le film a des effets spéciaux, bien sûr, j'ai envie de dire, nous dépeint une période historique qui n'existe plus, donc il faut des effets spéciaux. Je vais diviser les effets spéciaux en deux catégories.
Il y a les effets spéciaux qui passent totalement inaperçus, que ce soit lors des combats, que ce soit lors de la fameuse Nomachi que j'attendais avec grande impatience, le combat nautique qui est franchement super et qui visuellement fonctionne très très bien, il n'y a rien qui te tique à l'œil, etc. Et il y a des effets spéciaux qui sont dégueulasses. Enfin, qui sont dégueulasses, non, qui sont bien faits mais qui ont rien à faire là. Et là, je vais vous parler d'un détail, ça va vous paraître un détail, mais franchement, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est vraiment important pour moi. Les singes. Qu'est-ce que c'est que ces singes? Alors le rhinocéros passe encore. Et vous vous souvenez quand les premières bandes annonces avaient été annoncées, il y avait eu aussi tout un détail de la ménagerie du film, qui pour moi n'est pas incohérente. Hein. Rome a toujours eu cette volonté de dépeindre sa richesse, son luxe, en faisant venir des essences et des espèces très exotiques, que ce soit des espèces qui sont sous l'autorité de l'Empire par colonisation, ou que ce soit en les achetant à des commerçants, etc. Des girafes, des rhinocéros, des éléphants, des tigres, etc. De ce côté-là, il n'y a pas du tout de souci, ça ne me choque pas sur le principe. Bon, un rhinocéros un petit peu mieux fait, ça aurait été appréciable, mais pour le coup, je trouve que le travail sur le rhinocéros est franchement très honorable par rapport aux singes. Et les singes vont peut-être vous paraître anecdotiques, mais ils nous ont fait des singes de SF qui ont plus de poils, qui sont tout gris. On dirait que Ridley Scott, il a oublié qu'il était dans l'Antiquité et qu'il s'est dit « Ah tiens, c'est la suite de Prometheus, peut-être. » Enfin, je sais pas. D'où sortent ces singes de SF? Ils m'ont complètement cassé. En plus, c'est en début de film. C'est au tout début où Anno commence à se projeter dans cette image de gladiateur qui va être la sienne dans la suite du film. Et ça ne fait pas sens. Qu'est-ce que c'est que ces singes mutants? Enfin, je veux dire, Denzel Washington ne tient pas un labo OGM. Enfin, ça va pas du tout. Et du coup, ces singes mutants ont fait que tout le reste du film, j'ai fait un petit peu mâchieuse, vous me passerez l'expression, où j'ai essayé de chercher d'autres éléments qui se tenaient pas de cette façon-là, mais à ce point-là, en fait, il y en a pas. Il y en a pas tant que ça, mais les singes mutants, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée et que ça gâche vraiment quelque chose dans le film, ça crée une cassure. Et je sais pas pourquoi ils les ont gardés. Est-ce qu'ils ont été fans de l'idée? Est-ce que c'est des singes qui ont été torturés, que c'est pour ça qu'ils ont une apparence bizarre? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça ne matche pas du tout. Mais c'est vraiment pour pinailler sur ce détail-là, parce que sinon la majorité des autres effets spéciaux, eh bien écoutez, je les trouve franchement très honorables et ils nous permettent une belle projection dans la Rome fantasmée de Ridley Scott. Reste la photographie et la mise en scène et la façon dont la caméra filme les actions, et pour le coup, c'est vraiment l'une des choses où on voit vraiment la filiation entre le premier et le second film, c'est-à-dire que Ridley Scott filme dans ce second film comme il a filmé dans le premier. On va avoir des angles de caméra qui sont très semblables, des façons de filmer les personnages qui sont très semblables, des ambiances et des mises en scène qui sont très proches. On sent vraiment la filiation entre le premier et le second film. C'est vraiment, je pense que Ridley Scott s'est mis dans le même mood quand il tenait la caméra qu'il avait dans le premier film, et on a une belle continuité visuelle, je trouve, entre le film précédent et celui-ci au niveau des mises en scène, au niveau des angles de caméra. On a des fois des plans qui sont mot pour mot les mêmes, j'ai envie de dire, le moment où on va avoir des soldats qui vont entourer dans l'arène, etc. Bon, ça c'est un petit peu dommage, parce que ça fait un petit peu forcé, ça fait un petit peu nostalgie, comme ça, on n'aime pas trop, mais globalement, on sent que la caméra regarde ces personnages dans ce second opus comme elle les regardait dans le premier, et de ce côté-là, pour moi, ça a marché, même si ce second film manque vraiment d'un supplément d'âme. Et ce manque de supplément d'âme, on le remarque dans deux éléments, et le premier, c'est la bande sonore. On est toujours sur la forme du film, on va être vraiment sur la création de l'ambiance du film, et là on a un réel souci de comparaison, en fait. C'est pas un souci à proprement parler, parce que la bande sonore de ce second opus, c'est pas mauvaise, mais par rapport à la qualité de la bande sonore de Hans Zimmer dans le premier film, il y a une énorme différence. C'est abyssal. C'est vraiment abyssal comme différence. Et c'est d'autant plus fort que il ramène un petit peu les airs du premier film, le thème en fait de Maximus qu'ils font revenir de temps en temps quand on évoque la mémoire de Maximus dans ce second opus. Et c'est tellement... Enfin, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Et tu le sens. L'ambiance musicale de ce second opus est inexistante par rapport à celle que Hans Zimmer a écrite pour le premier, et c'est assez douloureux pour le compositeur de ce second opus d'ailleurs, qui avait pourtant travaillé sur Narnia, etc. C'est quand même un bon compositeur, et ces musiques sont pas mauvaises, c'est juste qu'elles n'ont pas ce supplément d'âme et cette puissance. Ici, le compositeur, c'est Harry Gregson Williams, et il a bien travaillé, mais on n'égalera pas l'une des meilleures bandes sonores des 30 dernières années. Le travail qui avait été fait par Hans Zimmer sur le premier film était génial. Je veux dire, on alternait entre des musiques qui arrivaient à être extrêmement épiques, mais pleines d'une nostalgie et d'une puissance émotionnelle, qu'on ne retrouve pas du tout dans ce second opus. Je suis
désolée d'avoir à le dire. Et c'est pas que sur la musique, mais en tout cas sur la musique, c'est un premier point qui explique ce manque de profondeur émotionnelle. Malheureusement, musicalement, on est extrêmement en dessous du premier opus. C'était difficile de faire aussi bien, c'était impossible de faire mieux selon moi, et on a fait quand même très en dessous, et je suis désolée à le dire pour le compositeur, mais voilà, ça se sent, et ça participe à ce manque d'atomes crochus émotionnels dans le second opus. Mais c'est pas la seule chose, et il va falloir qu'on s'intéresse au fond du film. Cependant, et avant de passer au fond du film, je me permets un petit aparté pour remercier le sponsor de la chaîne, l'application Monster App. Ça fait quelques vidéos que vous la voyez maintenant. C'est une application avec laquelle je suis ravie de faire un partenariat, déjà parce que c'est une application que j'utilise au quotidien pour entretenir ma forêt amazonienne. C'est une application d'entretien de plantes, enfin du moins qui vous aide à entretenir vos plantes. Donc moi je l'utilise et je la trouve particulièrement utile. C'est une application qui a un prix plutôt raisonnable puisque l'abonnement premium est à 29,99€ par an. C'est le prix d'une belle plante et ça vous permet de bien l'entretenir. Et il y a également une version gratuite que je vous invite à tester où vous pouvez enregistrer 5 plantes, vous pouvez du coup ouvrir l'application pour aller voir quand est-ce que vous devez arroser, brumiser, etc. En plus vous pouvez utiliser l'option de reconnaître vos plantes en les photographiant, donc pas besoin de connaître l'espèce précise, etc. Donc ça, je trouve ça d'ailleurs très utile. C'est une application que personnellement j'ai trouvé très fiable pour l'entretien de mes propres plantes. En plus en ce moment, vous le savez, je suis en train de déménager, donc j'ai des plantes qui sont nouvelles à part, des plantes qui sont à l'ancien. Ça permet vraiment de me décharger d'une charge. Je sais exactement quand je dois faire quoi, les arroser, les brumiser. Et c'est une application qui est disponible à la fois sur Android et sur iPhone pour permettre à tous d'y avoir accès. Donc je suis ravie de travailler avec eux, je suis ravie de vous présenter cette appli que moi je trouve très utile. En plus ils ont également un compte Instagram avec plein de petites astuces sur comment entretenir vos plantes, quelle essence choisir en fonction de l'orientation de votre appartement, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à tester l'application et merci à eux de me soutenir, de soutenir le travail que je fais sur la chaîne, c'est ultra valorisant pour moi et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu que j'espère de qualité. Et pour rester sur la qualité, passons sur le fond du film. Alors, on a un film qui est très dichotomique en fait. Il y a des trucs qui sont excellents dans son écriture, enfin excellents, très bons en tout cas. Il y a des trucs qui sont franchement... qui laissent à désirer, on va dire, pour être correct. Au niveau de l'action, j'ai trouvé que le film était très bien écrit sur ses scènes d'action. Il est très bien rythmé, on a beaucoup de scènes d'action. J'ai même eu l'impression qu'on en avait plus que dans le premier film, parce que le film il a pas le temps de niaiser, comme disent nos amis québécois. Il ouvre sur une scène de guerre, d'empire romain, avec bateaux, etc. pour bien nous montrer la conquête, l'empire, etc. Et ensuite, dès que Hanno va être sélectionné pour devenir gladiateur, on va enchaîner des moments d'action, des moments d'action, des moments d'action, qui vont être entrecoupés de développement de personnages, mais on est vraiment sur un film qui a fait le choix de l'action et le choix de nous montrer des scènes de gladiature grandioses, des scènes de combat grandioses, de bien les filmer, de bien les rythmer. Donc ça c'est l'un des points forts du film. C'est vrai qu'au niveau action, on en a pour notre argent. On est venu pour ça, c'est un film qui s'appelle Gladiator, bon 2, mais c'est un film où on vient voir des combats gladiateurs et on est servi de ce côté-là, et de ce côté-là ça fait plaisir, c'est-à-dire que vraiment on rentre dans nos frais au niveau action, cependant on y perd sur tout le reste. Que ce soit au niveau du développement de personnage, que ce soit au niveau de l'émotion. L'émotion c'est vraiment un gros souci, il faut falloir qu'on en parle parce que je vous l'ai dit déjà, au niveau musical on n'arrive pas à retrouver le côté mélancolique et le côté nostalgique et le côté très puissant en émotion, mais c'est également un gros manque au niveau écriture, et ce problème vient du développement de personnages, de l'écriture des personnages et de l'écriture, enfin du choix qui a été fait pour le scénario. Personnellement, je trouve qu'ils ont choisi la solution de facilité au niveau de la filiation entre le premier film et le second film, et c'est vraiment dommage. Pour moi, le fil rouge qu'aurait dû être la connexion entre le premier film et le second film aurait dû se contenter d'être la confrontation qui continue d'exister entre des gens qui croient en la vision de Marc Aurèle de Rome, cette Rome égale pour tous, cette Rome qui est dirigée par des hommes justes et droits et dignes, et de l'autre côté, la Rome décadente qui profite du peuple et qui utilise le pain et les jeux et qui utilise le sang et le sacrifice des gladiateurs au service du maintien de son pouvoir. Pour moi, c'est ça qu'aurait dû être le fil rouge entre ce premier opus et ce second opus, sans besoin nécessairement de lier les personnages du premier aux personnages du second. Je trouve que c'est trop facile de la part de Ridley Scott d'avoir fait ce choix autour de Lucilia, etc. pour introduire ces nouveaux personnages. Ça aurait été tellement plus intelligent et tellement plus pertinent d'introduire un personnage qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le premier film et qui n'en a pas du tout connaissance, mais qui va quand même, tout comme Maximus, être séduit par la philosophie de Marc Aurèle et être séduit par une autre Rome. Être lui aussi porteur de cette pensée et de cette volonté pour une autre Rome.
et être lui aussi du coup l'outil de la Rome décadente, le gladiateur, le divertissement, le pain et les jeux, etc. Mais un outil qui va se retourner contre la main qui le manipule en disant une autre Rome est possible. Pour moi, c'est vraiment ce choix qui aurait dû être fait et ça aurait apporté plus de corps à ces nouveaux personnages. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait par Ridley Scott, il a fait un choix de facilité pour lier ces deux histoires entre elles et qui, je trouve, manque d'intérêt, manque de profondeur et du coup, en plus, empêche ces personnages de réellement se développer. Le personnage d'Ano, qui est pourtant très très bien porté par Paul Mescal, j'ai absolument rien à dire sur le jeu d'acteur, à part que tout le monde a crié au génie pour le jeu d'acteur de Denzel Washington et que moi je l'ai trouvé un petit peu en surjeu, mais j'ai beaucoup aimé son personnage. Tous les personnages jouent très bien. Je veux dire, Lucilia, c'est vraiment la sagesse de Rome, c'est un pilier qui nous permet d'avoir une référence par rapport au premier film, ça marche très très bien. Caracalla et Geta, les deux frères empereurs, sont bien incarnés dans leur folie. Alors c'est très très excessif par rapport à l'histoire, on va pas revenir sur ce point, ce n'est pas du tout historique. Enfin si, il y a bien eu deux jumeaux empereurs pendant très très peu de temps, mais ils sont allés très 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 loin sur la folie des empereurs. Voilà, ils sont allés très 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 loin. Déjà, Commode dans le premier film c'était beaucoup, là, ils y sont allés, wouhou. C'est vraiment très excessif, mais je trouve qu'il le joue très très bien. Pedro Pascal fait du Pedro Pascal, alors il sort pas de ce qu'il fait d'habitude, il le fait bien, mais pour le coup un petit peu déçu de pas avoir plus de nouveauté, on va dire. Et Paul Mescal porte très bien son personnage, donc ça vient pas du jeu d'acteur, ça vient purement simplement de l'écriture de ces personnages. On a tellement à nous dire en fait sur la filiation entre le premier film et le second film, et tellement à mettre en place, en plus on essaye de maintenir un espèce de suspense, etc. tout le long du film, qu'on ne laisse pas à ces personnages l'opportunité d'exister par eux-mêmes, et c'est super regrettable. Le personnage de Pedro Pascal, il a pas le temps d'exister. J'ai pas grand chose à vous dire sur lui. Ça semble être un mec bien, voilà, et encore, mais j'ai pas grand chose à vous dire sur lui. Le personnage de Paul Mescal est plus caractérisé par ses liens avec les autres personnages que pour qui il est, pour ses valeurs. Et c'est pour ça qu'on va avoir un creux émotionnel. Parce que Maximus, si moi je pleure à la fin du film pour Maximus, c'est parce que Maximus, certes, c'est un combattant, certes, c'est un gladiateur, mais c'est un mec bien, c'est un homme droit, qui a des valeurs, qui est prêt à sacrifier sa vie pour l'image de Rome qu'il porte, qui est torturé entre l'amour éternel qu'il portera à sa femme et à son fils, et l'attirance qu'il a pour Lucilia. C'est un homme qui est plein de contrastes, mais c'est un homme digne, qui a des valeurs, et qui a cette image de vieux fantasme romain, de l'homme romain, droit dans ses bottes, qui porte son nom, et qui est prêt à défendre l'honneur de Rome, face à l'homme décadent, bedonnant, qui est à moitié fou, et qui se vautre dans le luxe. Et cette émotion-là, cette puissance-là, et ce message qui était porté par le premier film, malheureusement, il est complètement dilué dans le second film, parce qu'on fait un choix scénaristique de facilité, et c'est regrettable, vraiment c'est regrettable. Non pas que je me sois ennuyée devant le film, parce que les scènes d'action, franchement elles servent, elles sont là, on est venu pour ça et on a ce pourquoi on est là, mais malheureusement l'action ne fait pas tout. Le premier film Gladiator, s'il est aussi bon qu'il l'est, c'est pas simplement parce qu'il y a des combats. Non, c'est pour Maximus, c'est pour l'écriture des personnages, c'est pour l'acting de Russell Crowe, c'est pour la façon dont tout cela est porté, c'est pour la façon dont les musiques reflètent le personnage de Russell Crowe, avec à la fois cette épique et ce guerrier, et à la fois cette sensibilité, cette intelligence, cette culture romaine classique, cette pensée politique, cette générosité, cette droiture, cette dignité, que malheureusement on saupoudre à peine dans ce second film, et ça, c'est très décevant. Et du coup, je vais sortir un petit peu du fond propre du film pour élargir un petit peu ma pensée, vous inviter aussi à une petite réflexion sur les suites. Je ne trouve pas que ce soit une suite ratée, ce second opus. C'est un bon film, c'est un très bon blockbuster, il y a un très gros travail dessus, il sert visuellement, il est épique, il est très très puissant, tu ne t'ennuies pas, tu passes un bon moment, c'est un film qui est quand même assez fort, qui t'emporte, mais il n'a pas ce supplément d'âme qu'avait le premier film. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, même quand j'ai des bonnes suites, chaque fois ces suites manquent de ce supplément d'âme. Je pense par exemple à Avatar. Avatar, pareil, énorme blockbuster, gigantesque succès, film incontournable, le premier. La suite, moi je l'ai trouvée bonne, j'ai passé un bon moment, mais la suite, elle a perdu ce supplément d'âme. Et est-ce que c'est parce que c'est une suite ? Est-ce que c'est parce qu'on connaît déjà l'univers et que nous, on va pas nous positionner de la même façon en tant que spectateur? Est-ce qu'on va avoir cet aspect spectateur aigri? Est-ce qu'on va avoir ce côté aigri où on connaît déjà cet univers et où il n'y a plus la surprise, la découverte et la fraîcheur? Est-ce que c'est parce que la période fait qu'on a plein de suites et que là encore on va avoir ce côté aigri, on a déjà vu, on connaît, il y a des suites tout le temps, du coup ça ne nous intéresse pas? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que ça vient
de l'écriture qui est peut-être un petit peu plus paresseuse? Est-ce que ça vient de la difficulté de faire une suite, surtout une suite à un succès pareil? Est-ce que ça vient des réalisateurs qui prennent d'autres postures? Est-ce que ça vient des studios qui ne demandent plus la même chose ou qui ne donnent plus la même liberté? Enfin, d'une période, années 2000, années 2010, à la période qu'on a actuellement, j'ai vraiment envie de le questionner parce que ça me semble être, même quand j'ai une bonne suite, et ben la suite ne me semble pas réussir à atteindre ou ne serait-ce qu'à toucher du doigt ce qu'était le premier film. Est-ce que c'est une problématique qui est inhérente aux suites, quelles que soient les générations? Ou est-ce que c'est une problématique qui est inhérente aux suites actuellement, dans notre génération actuelle? J'ai pas envie de me dire simplement que les spectateurs sont aigris et les gens sont des rageux et les gens sont jamais contents. Il y a cet aspect-là, je pense, parce qu'on a une énorme quantité de films et qu'on a cette culture de l'immédiateté et du divertissement qui fait que il y a à la fois une lassitude. Comme on est bombardé énormément, peut-être qu'on prend moins le temps d'apprécier ce que l'on a. Donc il y a probablement ça, il y a un côté aigri. Mais est-ce qu'il y a que ça? Je ne le pense pas. Et j'aimerais connaître votre avis sur ce point. Pourquoi les suites nous déplaisent tant? Pourquoi les suites n'arrivent pas à faire aussi bien que leurs prédécesseurs? Surtout quand on a un succès gigantesque comme ça. Au-delà de succès gigantesques comme Gladiator, comme Avatar que je vous ai cité, pourquoi les suites n'arrivent pas à tutoyer, les suites actuelles n'arrivent pas à aller tutoyer leurs prédécesseurs, le film originel? Et qu'est-ce que vous mettez, vous, pour expliquer ça? Parce que moi, vraiment, ça me questionne. J'ai pas du tout passé un mauvais moment devant ce film, hein. J'ai été vraiment très divertie et je suis sortie, j'étais quand même très contente, hein, parce que j'ai kiffé, je suis retournée à Rome, je me suis baladée à Rome, il y avait plein de rêves qui étaient intéressantes, j'ai trouvé que les acteurs jouaient bien, j'ai trouvé que les décors étaient bien, j'ai trouvé que l'ambiance était bien, j'ai aimé les costumes, et je pense que je le reverrai, ce film. Mais est-ce que je le reverrai? Est-ce que je le porterai dans mon cœur comme le premier? Absolument pas. Est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? Oui, j'ai vieilli. Gladiator 1, je l'ai découvert, je devais avoir 9 ou 10 ans. Ça a été un moment important dans ma vie. Là, effectivement, maintenant, j'ai énormément de films au compteur, et j'ai aussi pas mal d'années au compteur, comme on dit. Franchement, je serais très très intéressée d'avoir votre pensée sur cette question, parce que j'essaye d'y réfléchir, mais je trouve pas de réponse à cette interrogation. Donc laissez-moi en commentaire votre avis sur cette petite réflexion que je voulais ouvrir en cette fin de vidéo, parce que j'ai pas envie d'être une spectatrice aigrie. Je le suis sur certains trucs, sur Marvel je suis un peu aigrie par exemple, mais j'ai pas envie de l'être, et des fois j'ai quand même l'impression de l'être et j'ai pas l'impression d'être la seule. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette ouverture réflexive en commentaire. Et moi je vous propose de passer au bilan du film. Eh bien c'est un bilan qui est mitigé. Mitigé pour deux raisons. Petit 1, parce que on parle quand même du suite d'un film qui est absolument excellent, plein d'imperfections, notamment historique, résiste vraiment, mais c'est pas historique, le cinéma n'est pas historique, et encore moins ces films-là, mais à l'inverse du film de Napoléon où Ridley Scott s'était vraiment mis dans une espèce de posture biopic d'un vrai personnage qui existe. Là, il nous parle de Maximus, il nous parle de Hanno, qui sont des personnages qui n'existent pas, même s'il côtoie des Marc Aurèle et des Caracalla, c'est des personnages qui n'existent pas, donc je suis moins tatillonne, mais voilà, c'est pas du tout des films historiques. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie dans mon trip historique et je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, c'est un film sur lequel je suis mitigée, à la fois parce qu'il n'arrive pas à tutoyer le premier film, musicalement, dans sa portée de caractérisation de personnage, dans sa portée réflexive, dans son message et dans l'émotionnalité surtout. J'ai pas lâché une larme et j'en lâcherai pas pour ce film-là, parce qu'il y a rien qui m'incite à le faire. Pourtant, j'ai la larme facile au cinéma, hein, croyez-moi. Au niveau de l'attachement de personnage et au niveau du développement de personnage, il n'y a pas du tout ce qu'il y avait dans le premier film. Donc de ce côté-là, ça va pas du tout pouvoir se faire. Donc il y a ce manque-là émotionnel, il y a le manque musical qui est franchement criant dans ce film, mais c'est pas un film qui est raté du tout. C'est un bon film, c'est un très bon divertissement, les scènes d'action sont super, beaucoup d'effets spéciaux sont super, les décors sont super, les personnages, les acteurs jouent bien, l'ambiance est très bonne. Je suis pas sortie du film hormis pour les singes, j'ai été emportée sur les 2h20, j'ai pas vu le temps passer, j'ai été divertie, donc de ce côté-là, c'est mitigé parce qu'on s'inscrit dans un héritage qu'on ne pouvait de toute façon pas égaler, quels que soient les forcings nostalgiques qui viennent nous mettre dans le film, ils ne l'auraient pas égalé, mais c'est mitigé aussi parce que j'ai passé un bon moment en salle, donc je suis pas 100% déçue. Évidemment il y a l'aspect attente, comme je vous le dis à chaque fois, où comme mes attentes étaient assez hautes, et bien forcément je vais avoir une opinion du film qui est peut-être plus négative que ce que le film est, mais je suis pas 100% déçue, mais je fais quand même un peu mon aigri, voilà, je vous l'ai dit, je suis quand même un peu aigrie parce que ce film n'est pas aussi bon que le premier. Est-ce qu'il aurait pu l'être? Je ne sais pas, mais en tout cas il ne l'est pas, et oui, c'est crispant. Bah oui, parce que quand on aime le premier film, on a envie que le second il soit aussi bien, je suis désolée d'avoir à vous le dire. Reste que le film est pas raté pour autant. Donc, est-ce que j'ai envie de vous le recommander? Oui, mais non.
En fait, j'ai envie de vous le recommander en vous mettant un petit avertissement en disant « Je suis désolée, ce sera pas aussi bien que le premier film. » N'allez pas le voir en espérant qu'il soit aussi bien que le premier film parce que dans ce cas-là, vous allez être déçus, vous allez être un peu déçus comme moi, je suis un peu déçue. J'essaye de relativiser, j'essaye de prendre la distance, j'ai attendu après avoir vu le film pour voir ce qui m'en reste, ce que je garde en mémoire, et il y a quand même de bonnes scènes, il y a de bons moments, il y a surtout au niveau de l'action, il y a de très bons moments d'action, l'action est bien filmée, elle est fluide, elle est belle, et c'est vrai qu'on m'a quand même servi du fantasme romain à l'état brut. Mais le film ne sera pas aussi bon que le premier, et je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit aussi bon que le premier, et je pense qu'on devrait se questionner sur pourquoi il ne pourrait pas être aussi bon que le premier, plus que juste cracher dans la soupe en disant que c'est un film de merde. J'ai vu des gens me dire que c'est un film de merde. Non, non. Venom 3 est un film de merde, si vous voulez vraiment utiliser le terme film de merde pour vous détendre comme ça. Mais ce Gladiator 2, il a plein de qualités, c'est juste qu'effectivement, c'est pas à la hauteur de ce qu'il essaye d'égaler. Il se donne un défi qui était quasi irréalisable, et oui, il ne le réalise pas. Et j'en suis aussi désolée que vous, croyez-moi. Mais j'essaie de relativiser parce que je veux pas être une spectatrice aigrie. Voilà, disons les termes, je relativise parce que j'essaye de pas être quelqu'un d'aigri et que j'ai quand même envie d'être un peu honnête dans ce que je vous dis. Oui, 2-3 jours après avoir vu le film, j'ai eu une phase de colère un peu en me disant... En fait, c'était pas aussi bien que le premier. Et ce film, qu'est-ce qu'il m'a donné envie de faire? D'ailleurs, en sortant de la salle, on se l'est dit avec les potes, qu'est-ce qu'on a eu envie de faire? On a eu envie de revoir le premier. Ce film, c'est un amuse-bouche par rapport au plat de résistance plus dessert qu'est le premier. Mais on va pas cracher sur un bon amuse-bouche. Voilà. Donc j'ai envie de dire, allez à Jacques Test. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Gladiator 2 jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Comme vous avez vu, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à mon visionnage parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce film avec une espèce de colère un peu à chaud et qui sont injustes avec ce film. J'ai vu beaucoup d'avis que j'ai trouvé très injustes avec ce film qui fait ce qu'il peut, voilà. Mais il y a des choix de facilité et on n'est pas à la hauteur du défi qu'on se menait, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Essayons tous ensemble de ne pas être aigris. En vrai, si vous voulez être aigris, soyez aigris, je ne vous jugerai pas, je le suis sur Marvel, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, dites-moi si vous trouvez qu'il est à la hauteur du premier ou pas, dites-moi si vous êtes ennuyé, dites-moi si vous l'avez trouvé des qualités, ou si vous, comme d'autres gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux, vous trouvez que c'est un film de merde. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo également, n'hésitez pas à la récompenser par un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça permet à YouTube de savoir que vous l'avez bien aimé et d'essayer de la mettre en avant dans l'algorithme. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, c'est en dessous, vous connaissez la procédure, vous appuyez sur le bouton et après, quand je sortirai de nouvelles vidéos, vous serez tenu au courant et en plus vous pouvez activer la cloche, aller découvrir les anciennes. Bref, vous avez de quoi faire. Si vous voulez vous divertir un peu, allez voir ma vidéo sur Napoléon, j'étais très fâchée ce jour-là. Et moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages, peut-être Gladiator 2 au Colisée. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et n'oubliez pas, ceux qui vont mourir vous saluent. Bonjour, ici Lily du montage, quasiment 2 semaines après avoir tourné cette vidéo. Je suis désolée que vous l'ayez attendu aussi longtemps. J'ai déménagé, c'était terrible, comme vous pouvez le voir à ma face. Je pense qu'on est sur... Il y a quoi au-dessus de épuisement? Il y a fatigue, il y a épuisement et je crois qu'il y a exténué. Je sais pas. Mort. La mort, voilà, il y a la mort. Donc je suis entre l'exténué et la mort. Mais la vidéo sort, je suis ravie que vous puissiez la voir. Je me suis débrouillée pour aller voir Vaiana entre temps. Donc il y aura une vidéo sur Vaiana qui sortira bientôt. Je l'espère. Désolée de mon absence. Promis, j'avais envie de revenir, mais je pouvais pas parce qu'il fallait que j'essaye de dormir. Et je vous laisse avec la scène post-générique du coup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit effort de costume, comme vous pouvez le voir. Je ne pouvais point ne pas honorer la romantique, vous vous en doutez, parce que, romantique oblige, je veux dire, on est sur une de mes périodes historiques favorites, on est sur un de mes fantasmes historiques favoris, on va plutôt dire ça comme ça, et je ne pouvais pas ne pas. Voilà, je ne pouvais pas ne pas. Alors je suis pas au max non plus, mais je ne pouvais pas ne pas, donc... petit costume, mini costume, voilà, pour quand même marquer le coup de la sortie de Gladiator 2. Je sais que beaucoup de gens étaient très sceptiques sur ce film, mais moi je l'attendais avec impatience et je suis contente d'en parler avec vous parce qu'il y a beaucoup à dire, donc je vais un petit peu essayer de trier mes propos pour pas non plus être trop prolixe dans cette vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue, d'autant plus que j'ai du pain sur la planche derrière. Le fond YouTube, je pense que c'est la dernière fois que vous le voyez, profitez-en bien, parce que toute la pièce autour de moi est vide, vous entendrez d'ailleurs peut-être un peu d'écho.
pour ceux qui ont suivi, je suis en train de déménager. Ça, je l'ai gardé pour cette dernière grosse vidéo. Et puis ensuite, on passera sur des vidéos un petit peu plus à vie rapide pendant un temps. Le temps que j'aménage mon nouvel appartement et que j'aménage le nouveau fond YouTube qui, je pense, ne sera pas celui-ci. On sera un petit peu dans le même esprit, mais ce ne sera pas celui-ci. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau décor. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et on va y aller direct dans le vif du sujet. Voilà, voilà. C'est parti, let's go. On n'a pas de café. Non, on n'a pas de café. On n'a pas de café, pour une fois. Qui vient justement de vaincre la cité, qui vient justement de prendre la cité où habite Anno. Et de dépeindre cette... comment dire, son... Voilà, j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser. Bon, je vais enlever tout ça, c'est extrêmement... Non, je vais pas l'enlever, il faut que je fasse la photo de miniature, mais c'est extrêmement désagréable à porter. Franchement, c'est très désagréable à porter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'angle que j'ai essayé de proposer par rapport à ce film, parce que j'étais un peu triste de voir autant de gens pas contents sur les réseaux... Enfin, autant de virulence. C'est vraiment la virulence envers ce film qui m'a un peu... fait tiquer et j'ai essayé de la questionner dans la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez apprécié mon petit costume. Sachez que cette couronne, c'est une espèce de couronne avec des feuilles pour plutôt elfique, avec une espèce de pierre que j'ai essayé de cacher avec mes cheveux, mais je trouve qu'elle fait le taf, franchement, donc je suis très contente. Et par contre en bas je suis en leggings, voilà, donc bah, on fait illusion mais pas trop quand même non plus. Sur ce, maintenant que vous en savez plus sur le behind the scenes, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à boire un café, moi je vais aller m'en faire un et ciao.